Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. C'est parti pour une nouvelle saison de K-Sport. Toute l'équipe est de retour en live and direct. Je vous présente ma consultante Sophie. Sophie, bonsoir. Bonsoir Khaled. Comment allez-vous ? Super bien. Vous êtes bien reposé pendant les vacances ? Ah bah on a fait du sport. Et notre nouveau consultant, Pierre, qui est spécialisé dans le handball et le basket, mais qui pourra intervenir dans tous les sujets, bien sûr. Bonsoir Khaled. Je vous laisse vous présenter à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Oula, ça risque d'être long. Non, mais de manière brève. Brève, bah voilà, donc je vais m'occuper du hand et du basket sur l'île. Essayer de promouvoir un peu tout ça, de mettre en avant les joueurs, les joueuses, les entraîneurs et les matchs, toutes ces choses-là. Et puis découvrir un peu aussi l'ambiance de l'île au niveau du sport et de ces sports en l'occurrence. Voilà, c'est mon objectif. Voilà. Et à côté de vous, c'est monsieur Sébastien Sinave, qu'on ne présente plus, le président du RCM. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, mais c'est faux. Je suis le prochain président de la Ligue. Prochain président de la Ligue d'athlétisme. Le décor, hein. Ah bon. On en parlait avant, c'est clair. Voilà, c'est pour mettre l'ambiance. Justement, vous êtes venu ici pour parler d'athlétisme, de l'après-Jeux des îles. Ouais, non, plus sérieusement, voilà, on m'a demandé de venir ce soir pour parler athlé. Donc je suis là, je vais répondre à vos questions en essayant d'être le plus clair possible. À savoir que normalement, vous auriez dû débattre avec monsieur Sultani Ali. Je connais pas. Ça va. C'est le lanceur de javelot. Il a décliné l'invitation à la dernière minute. Malheureusement, il n'a pas pu venir. C'est dommage. Il y avait matière à débattre. Mais on va quand même regarder le sujet, commenter. Vous allez nous donner votre analyse de ces médailles brièvement et du travail qui reste à entreprendre selon vous. Très bien. Et sur ce, nous allons d'abord laisser place au sommaire. Au sommaire de K-Sport ce soir, nous parlerons d'athlétisme en présence de Sébastien Sinave du RCM et de Ali Soultouani, athlète mahorais, pour essayer ensemble d'apporter des éléments de réponse à la question « L'athlétisme a-t-elle sa place à Mayotte ?» K-Sport était dimanche à Sohoa pour une course de pirogue organisée par l'Association des enfants du Lagon. La seconde partie de K-Sport sera consacrée au foot. Tout d'abord, on reviendra sur une analyse du parcours des équipes mahoraises aux Jeux des îles avec Guillaume Proust, consultant technique de la Ligue. On fera un focus sur 2 matchs du championnat, le derby Kombani-Tsingoni chez les hommes et Mangajou-Labattoir chez les femmes. Les images font déjà sourire. Hein. Pardon, je suis désolé. On verra le foot la deuxième partie. Hein. Ouais. Sébastien, donc je vais vous... Déjà, dites-nous ce que vous pensez des médailles remportées par les athlètes mahorais. Je pense que pour le peuple mahorais, pour les élus, effectivement, ça reste des médailles. Le compteur des précédents Jeux des îles n'était pas forcément super élevé. Je crois qu'on avait réussi à décrocher 2 médailles en 2003 à Maurice, aussi 2 en 2007 de mémoire. Non, un peu plus. En athlétisme. Ah, en athlétisme. Donc là, oui, il y en a 7. Donc pour ce qui est des médailles, c'est bien. Après, il y a matière à analyser les performances, mais voilà. Si on se tient au résultat des médailles, il y a 7 médailles, c'est bien. Maintenant, moi, j'ai un autre regard. Alors, je vais être plus précis. Un commentaire sur votre ancienne petite protégée, Myriam, qui, sur son 400 mètres, elle finit donc 3e. En ce qui me concerne, moi, je suis déçu. Je m'attendais à ce qu'elle gagne. En toute logique, elle aurait dû gagner. Il faut savoir que Peggy Babin, celle qui gagne la course, la réunionnaise, passe cette année dans la catégorie des vétérans. Et Myriam l'avait battue à plat de couture en 2013 sur ce même stade de Saint-Paul. Donc au niveau de sa performance, je pense qu'elle est un petit peu en retrait de ce qu'elle aurait dû faire. À titre de comparaison, les filles qui couraient avec elle dans la catégorie junior en 2013 ont en moyenne gagné 2 secondes sur 400. Elle a gagné 2 dixièmes sur 2 ans.
Donc c'est là où je suis déçu pour elle. Maintenant, bon, elle a été blessée, mais la blessure fait partie du sport. D'accord. Alors on va d'abord regarder un petit sujet qui justement concerne l'athlétisme à Mayotte, le manque d'infrastructures, le faible nombre de licenciés. On en parlait d'ailleurs encore hier, seulement 80 licenciés, 3 clubs, me semble-t-il. Et par rapport à ça, en fait, on va essayer de répondre après à la question, quelle est la place, enfin, l'athlétisme a-t-elle sa place à Mayotte? À voir après le sujet. Et avant ça, nous allons regarder ce sujet de Nourdine Abdourahim. Les Jeux des îles de l'océan Indien viennent de s'achever avec un bilan positif pour les athlètes de la délégation mahoraise. Sur les 13 médailles de la délégation, 6 reviennent à l'athlétisme avec le podium historique du lancer de javelot, épreuve lors de laquelle Fadedine Madi Ali gagne la première médaille d'or mahoraise depuis la création des Jeux des îles. Ali Soultouani, en argent, montera sur la deuxième marche et Zuber Combo, en bronze, viendra donc fermer le podium. On notera aussi le bronze pour Nasra Bakar et Myriam Lazae, respectivement sur 100 et 400 mètres, et la deuxième médaille d'or mahoraise avec Jas Ahamada, qui remporte le concours du saut en longueur haut la main. Casport se demande maintenant pourquoi peu de ces athlètes sont licenciés à Mayotte. Pourquoi Mayotte a présenté peu d'athlètes aux Jeux des îles en athlétisme. Depuis 2011, il n'y a plus de ligue d'athlétisme, quasiment plus de clubs, pour une population de plus de 200 000 habitants, dont plus de la moitié a moins de 18 ans. L'état du stade de Cavani, dont le semblant de pelouse sert de nourriture aux chèvres et cabris, et dont la piste d'athlétisme accueille essentiellement des joggeurs, en dit long sur l'état de l'athlétisme local. Pierre, je vais vous laisser d'abord réagir par rapport aux images qu'on vient de voir. Alors, pour ma part, au niveau de l'athlétisme, je n'ai pas le passif et la connaissance qu'a mon collègue à côté. Mais c'est vrai qu'au vu des images, et puis quand on s'entraîne sur le stade, on peut se poser des questions sur l'infrastructure, effectivement. Après, on peut peut-être aussi se féliciter d'avoir eu des médailles compte tenu de ce qu'on vient d'entendre comme sujet, c'est-à-dire il y a quand même, malgré toutes ces difficultés, des athlètes qui arrivent à ressortir quelque chose et à avoir des médailles, quoi, si je peux me permettre de parler comme ça. Après, la technicité, le nombre de participants, les conditions et tout ça, je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Puis je pense qu'il y a un fort potentiel sur l'île, donc ça serait bien de se donner les moyens de faire monter tout ce monde et de mettre en valeur les Mahorais par rapport à l'athlétisme. Voilà ce que j'en pense. Sébastien, votre réaction ? Oui, j'entends le discours de mon collègue à côté. C'est vrai que c'est pas un spécialiste. Maintenant, moi, ce que je dirais, c'est que par rapport aux 7 médailles récoltées en athlétisme, il faut quand même savoir que 6 athlètes, au moment des Jeux, sont licenciés en métropole. Donc, ce sont des athlètes qui sont certes mahorais, mais qui ne sont pas ici. Fadedine était à Nice, il est revenu, il a pris une licence à l'abattoir. Soultouani est sur le territoire, il était licencié à Reims, à voir ce qui va se passer cette année. Mais voilà, ce sont des gens qui sont depuis des années en métropole, qui sont depuis des années au sein de structures qui, elles, fonctionnent, qui n'ont pas de soucis matériels, qui n'ont pas de soucis quant à savoir où est-ce qu'ils vont s'entraîner. Est-ce que le sautoir en longueur, c'est un sautoir ou c'est un bac à sable pour les enfants ou pour les ébus? Voilà. Donc les gens qui ont récolté des médailles sont des gens essentiellement de l'extérieur. Donc pour l'avenir, à voir si ça va avoir un impact sur l'athlétisme local. D'accord. Et justement, selon vous, quels seraient les moyens à mettre en œuvre, les solutions? Parce qu'on a vu qu'apparemment un comité de création, de soutien à la création d'une ligue d'athlétisme a été mis en place. Vous me disiez que de la part de la Fédération française, un son de cloche différent se fait entendre. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Oui, alors j'ai effectivement appris qu'il y avait une page qui avait été créée. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que personne ne me l'a partagée. Donc je l'ai découverte. Effectivement, pour en savoir un peu plus quant à l'éventuelle création où on va avoir l'idée d'eux, j'ai pris la peine d'appeler le directeur général de la fédération, Julien Moria, qui m'a dit aujourd'hui, 2015, on en est au même stade qu'en 2011. Donc là, tout de suite, il ne se passera rien de plus. Mais ces médailles et ce triplé historique en javelot, cela ne peut pas justement servir de moteur, cela ne peut pas justement impulser une nouvelle dynamique?
Non, après, ça m'embête d'avoir ce rôle, mais il va falloir quand même qu'on parle des choses qui fâchent. Pour la fédération, il faut quand même savoir qu'on a affaire à un directeur général, à un président, à un DTN, des gens qui étaient à Pékin il y a 15 jours. Le triplé historique au javelot, certes, il est là, mais on n'a pas dit qu'il n'y avait que 4 athlètes dans le concours. Donc il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Donc les médailles sont là, ok, c'est super, il y en a 3 au compteur, on ne va pas les enlever. Mais pour la fédération et pour les techniciens de la fédération et pour les dirigeants, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Moi, Voilà. j'ai juste une question, Sébastien. Vous parliez en fait du fait que les athlètes étaient tous a priori licenciés en métropole, mais c'est pas pour autant que ça déprécie la performance. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas là sur le terrain ici. Mais parce que quand on voit l'état, par exemple, des équipements, il vaut mieux à la limite qu'ils aillent s'entraîner en métropole si on veut avoir des résultats. Ouais, mais après, je dirais, on a réussi à avoir un Hafidou Toumani en équipe de France avec ce même stade de Cavani. On a Oui, réussi... mais le lancer de javelot. Oui, le lancer de javelot, c'est sûr que... Là, c'est quand même le c'est juste... trio, c'est le podium. En clair, c'est juste l'aire de réception qui n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible pour le foot, mais le javelot se plante. Donc on peut lancer. Oui, mais au niveau sécurité, c'est quand même peut-être un Ouais, peu limite sur le fait qu'on puisse associer des gens qui après, courent ça, autour. c'est un autre problème. Voilà, mais c'est quand même des problèmes auxquels on peut être confronté. Oui. Et c'est vrai que quand je t'entends parler, on est tous d'accord pour dire que voilà, il y a les podiums. Effectivement, il faut analyser cette performance, mais c'est vrai que je me dis, s'ils sont partis en métropole, c'est aussi pour des raisons. J'imagine. En tout cas, pour avoir échangé avec les différents sportifs ces derniers temps, parce qu'au retour des Jeux des îles, et pas seulement l'athlétisme d'ailleurs, sur d'autres sports également qui peuvent rencontrer des difficultés en termes d'infrastructure, on se rend compte qu'à un moment donné, pour aller plus loin, ils seront obligés malheureusement de quitter Mayotte. Et vous évoquiez tout à l'heure Myriam, par exemple. Après, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, à un moment donné, elle a aussi fait le choix de partir. Donc, est-ce que vous comprenez ces raisons, en fait, d'aller se licencier en métropole ? Je peux comprendre ces raisons. Maintenant, ce sont des choix qui, là, clairement, vont à l'encontre de ce que veut mettre en place la fédération. C'est-à-dire, la fédération a mis, par exemple, en place aux Antilles un plan qui s'appelle le plan Antilles-Guyane, qui a vocation à garder les meilleurs éléments chez eux par rapport au contexte familial, social, culturel, etc. Et ils se sont rendus compte que pendant des années, les Antillais venaient alimenter les équipes de France en passant par l'INSEP et qu'ils faisaient un passage éclair parce qu'ils disparaissaient aussi vite qu'ils n'arrivaient. Donc ils ont mené une petite étude, ils se sont rendus compte qu'en les gardant chez eux, ils étaient beaucoup plus performants dans la durée et qu'il y avait un nouvel essor de l'athlétisme antillais. Et il y avait eu un projet, éventuellement, qui aujourd'hui n'est plus d'actualité, de mettre ce plan dans l'océan Indien avec une ligue océan Indien. Ça a été pour l'instant laissé au fond d'un tiroir, à voir à l'avenir. Voilà. Mais là, si on compare aux Antilles et on évoque l'élite, ils ont aussi un sport de masse. Ils ont aussi une structuration dans la discipline de masse, façon, avec des clubs. De toute façon, on n'arrivera jamais à avoir de l'élite ou du sport de haut niveau, pour reprendre ce terme que tout le monde utilise, si on n'a pas de masse. Si on n'a pas de fondation, on n'aura pas de toiture. Donc, mais comment, du coup, à Mayotte, on peut mettre en place ce sport de masse, cette pratique de masse de l'athlétisme ? Je pense qu'il faut qu'il y ait un engouement de la jeunesse, il faut qu'il y ait une demande, et après, au-delà de cette demande, il faut qu'il y ait des structures qui soient à même d'accueillir ces jeunes. Et est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces médaillés ? Il y en a quand même quelques-uns qui, aujourd'hui, Fadé a annoncé la fin de sa carrière sportive, il se réinstalle à Mayotte. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur lui ? Ali Soultouani, même s'il a décliné ce soir, il exprime des envies, quelles que soient ses envies. En tout cas, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Est-ce que vous pensez à un moment donné que vous pouvez vous mettre autour d'une table et pouvoir avancer pour justement construire cette pratique de masse ? Moi, c'est justement ça ce que beaucoup en fait reprochent justement vous reprochent. Apparemment, on vous reproche d'avoir des relations à couteau tiré et de ne pas tous avancer dans le même sens. Et beaucoup disent que c'est pour ça que l'athlétisme à Mayotte ne peut pas et ne pourra pas avancer. C'est de ma faute à moi ou à nous tous ? Alors, on a nommé personne, non, c'est juste, ensemble, voilà. C'est un bilan général. Après, moi, je veux bien entendre le discours de chacun, il n'y a pas de souci. Il y a une personne qui m'a contacté pour effectivement essayer d'organiser une table ronde. Quand on m'a appelé pour ce soir, j'ai dit, si le boulot me le permet, je suis là. Maintenant, si demain il y a une table ronde avec Soul, avec Fadé, si on doit se dire... Ou d'autres, parce que moi je ne les connais pas tous, mais peut-être que tu en connais d'autres.
Là, tout de suite, non. Mais il y a peut-être des gens qui ont envie de s'investir, peu importe leur niveau. Le club de l'abattoir, par exemple. Voilà, le club de l'abattoir. Il faut quand même savoir qu'en 2015, on était 3 dirigeants diplômés par la fédération en activité. En 2015-2016, donc la saison sportive qui commençait le 1er septembre, là, tout de suite, je suis le seul parce que seul le Racing est affilié. Mais à Mayotte, là, tout de suite, il y a 3 dirigeants diplômés par la fédération. Donc, si ces gens-là sont mis à l'écart, voilà, c'est peut-être le choix de certains. En tout cas, c'est pas le mien. Mais qui peut les mettre à l'écart ? Parce que il n'y a pas quelqu'un qui décide de les mettre à l'écart. C'est soit les gens se mettent à l'écart. Là, visiblement, il y a, d'après ce que j'ai pu voir sur Facebook, il y a donnez vos numéros de téléphone si vous êtes intéressé. Bientôt une réunion d'information va avoir lieu. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec le président de l'abattoir qui m'a dit j'ai jamais été informé de quoi que ce soit. Personne n'a pris la peine de m'appeler. Faut qu'ils lisent Facebook. Non. Il faut aussi comprendre. Moi, je pense qu'il faut aussi comprendre que bon, c'est bien les résultats, la médiatisation, voire la surmédiatisation, c'est bien. Mais il faut aussi peut-être s'appuyer sur l'existant. L'existant, c'est un club à l'abattoir, une piste, un club à Mamoudzou, le RCM, avec une piste en sale état, mais une piste quand même, et surtout une activité, des licenciés, une course qui se monte, une deuxième, une troisième, bref. Il y a un club à Bandrélé, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils existaient en 2015. Ça, c'est l'existant. Si on prend le parti de mettre ces gens à part, je pense pas qu'on puisse avancer. Mais qui met à part ? Parce qu'en fait, on prend le parti de mettre à part. Qui met à part ? Les gens qui sont en train de dire partout qu'ils montrent quelque chose. Là, tout à l'heure, la discussion avec le président de l'abattoir, Ali Velou, m'a dit non, ni Soultouani ni Fadedine ne m'a appelé pour me parler d'une quelconque réunion qui pourrait décider de quelque chose. Parce que le discours, en tout cas, c'est pas la création d'une ligue, c'est un comité de soutien d'une ligue. Et même quand on va plus loin pour avoir échangé avec l'ensemble, même peut-être si c'est maladroit, mais en tout cas, ils sont vraiment dans l'idée d'un comité de soutien de l'athlétisme à Mayotte, au-delà même de la ligue. Et quand on creuse avec eux sur les discussions, et c'est pour ça que vous vous rejoignez dans les discussions, et c'est pour ça qu'on aurait aimé vous avoir tous autour de ce plateau, parce qu'en fait, vous dites la même chose. Oui. Donc c'est ça qui est un peu dommage, parce que nous, en tout cas, Casport, on suit à chaque fois les performances, on essaye de suivre, que ce soit les activités des athlètes, même s'ils sont en métropole, on essaye de prendre des nouvelles. Tu fais partie de ceux qui sont aussi très actifs pour nous transmettre des nouvelles, et on se rend compte que l'athlétisme a un potentiel, il nous semble, énorme, en tout cas à Mayotte, et que c'est quand même frustrant de ne pas voir cette activité. Il y a un gros potentiel, mais pour comprendre ce qui a pu se passer en 2011, en fait, j'ai lu un peu partout dans la presse écrite que la fédération avait décidé de radier la Ligue de Mayotte. Faux, archi faux. D'accord. La fédération n'a pas ce pouvoir. La Ligue d'athlétisme, c'est une association de loi 1901. Elle n'a juste plus eu la reconnaissance de la fédération. D'accord. Mais ce qui a été perçu et compris localement, c'est qu'il n'y a plus de ligue. C'est à ce moment-là, en 2011, qu'il aurait fallu se mobiliser pour dire, voilà, depuis des années, vous attendez des rapports d'activité, des bilans d'action, etc. On n'a pas eu. Là, maintenant, on va vous montrer qu'à Mayotte, on est capable de faire, qu'on est capable de se mobiliser, qu'on est capable d'aller chercher des jeunes. Et tout le monde a compris, il n'y a plus de ligue. Et les instances, les premières, le conseil général s'est caché pendant des années derrière le fait, il n'y a plus de ligue, donc il n'y a plus de subvention. Voilà. C'est dommage. La Ligue d'athlétisme, on aurait pu très bien faire une assemblée générale extraordinaire, recomposer un bureau avec des forces vives et des gens en présence qui avaient envie d'avancer. Ça n'a pas été fait parce que ce qui a été compris, ce qui a été dit, et encore aujourd'hui, la fédération a radié la Ligue. C'est pas vrai. Donc ce serait un malentendu ? Je ne sais pas si c'est un malentendu ou si ça a arrangé certains de le faire comprendre comme ça, mais voilà. Mais quelles sont aujourd'hui les conditions sine qua non à la remise en place justement d'une ligue d'athlétisme à Mayotte ? Ouais, honnêtement, je pense que c'est pas d'actualité. Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a un club et 5 licenciés. D'accord ? Donc la fédération, quand ils sont venus en 2011 dans la personne de Jean Gracia, directeur général, et Christian Rogement, ce trésorier de la fédération, ils ont dit 500 licenciés au moins, avec en face de la performance. Pas des licences de complaisance où je licencie mon frère, mon cousin, mon chien et mon grand-père. Des performances. Il y a une obligation des résultats derrière. Mais oui. Le truc, c'est que la fédération française veut des résultats sur le terrain. Parce que faire des licences pour faire de la licence, c'est simple. Des résultats, c'est-à-dire des compétitions. Voilà, des compétitions et des résultats concrets qu'on peut mesurer, évaluer, comparer, comme on fait souvent avec la Réunion, par rapport aux catégories d'âge. Là, il n'y a pas. Je peux me permettre de poser une question ? Justement, pour l'athlétisme, c'est comme tous les sports, il faut des jeunes, il faut qu'ils pratiquent, il faut qu'ils s'entraînent. Donc concrètement, là, si j'ai bien compris le débat, sur l'île, on a quand même 3 clubs qui peuvent assurer cette continuité, enfin cet enseignement.
Là, au vu de ce qui s'est passé, de l'engouement que ça a créé, de ce que les jeunes ont pu voir au Jeu des Îles, en les accueillant, ces sportifs, si ça a créé des envies pour certains, on peut leur dire ici, là, autour de la table, qu'il y a quand même 3 clubs sur l'île. Oui, on pourrait espérer l'effet boule de neige de... Non, sans parler d'effet boule de neige, qu'on espère tous. On pourrait espérer l'effet 1998 avec la Coupe du Monde en France. Non, mais sans parler d'un... C'est vrai, c'est là où je dis que les athlètes licenciés en métropole qui ont donc quitté le territoire... Attends, mon message c'était plus par rapport aux jeunes en fait. J'ai bien compris. C'est leur dire, si, les gars, là, vous entendez... Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire au RCM? Ouais, non, mais enfin, là, depuis tout à l'heure, on entend... Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à l'abattoir? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à Bandrélé? Est-ce que concrètement, aujourd'hui, je vais répondre pour le RCM parce que je sais pas ce qu'ont envie de faire les autres. Là, moi, tout de suite, j'ai plus envie de m'orienter sur du sport loisir que sur de l'athlétisme performance comme je l'ai fait depuis 2003. Après, je pourrais m'en expliquer si on avait le temps. C'est mon choix, c'est un choix qui est validé par la fédération parce que le sport loisir, le sport santé fait partie de ce que la fédération propose à ses licenciés. Parce que j'étais déçu, parce que je me suis investi à fond pour avoir des résultats que très peu ont reconnus à l'époque et qui n'ont pas donné les moyens aux athlètes surtout. Je ne parle même pas du club, je parle des athlètes en question. Donc quand on sait le temps que ça représente d'être sur le terrain, en termes d'investissement en temps, d'investissement en énergie, d'investissement en argent. Parce que quand les instances locales ne donnent rien, l'athlète qui s'est entraîné, on ne va pas lui couper l'herbe sous le pied. Il faut quand même qu'il puisse participer à son championnat de France, voire son championnat d'Europe. Auquel cas, c'est le coach qui s'y colle. Et le coach, il s'y est collé pendant des années. J'avoue que ça m'a fait un peu mal à la bourse. Pour pas dire aux bourses, on reste correct. Mais voilà, donc le truc, c'est que j'étais vraiment déçu. Peut-être que la pilule va passer, je vais l'avaler et que je changerai d'opinion. Là, pour l'instant, on est un club orienté trail, course sur route, avant de repenser à faire de l'athlétisme purement piste et purement performance. D'accord. Et pour les deux autres je sais pas. D'accord, c'est intéressant de... Pour les deux autres, je sais que l'abattoir travaille avec l'UNSS. Puisque il a été fait le choix de faire les compétitions UNSS à l'abattoir vu que la piste est neuve. Donc il y a eu un afflux, sans être non plus un afflux de masse vers ce club. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé de faire, mais moi, ce sera l'occasion pour nous de faire le point sur les clubs et justement sur le nombre de licenciés et voir s'il y a un petit effet boule de neige existant. Voilà. Oui, et justement, parce que ça veut dire, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que ces élus qui paradent, qui se pavanent sur les réseaux sociaux à faire des selfies, des jolies photos avec les athlètes, ces élus-là, à l'époque, ne vous ont pas soutenu. C'est bien ça? Non, parce que c'était pas les mêmes. C'était pas les mêmes. L'équipe au conseil départemental a changé, mais bon, bref. En gros, c'est ça. À l'époque, quelqu'un comme Zaïdou Tavandaï, par exemple, pour le citer, qui était là. Il était là à l'époque où Mariam avait besoin de soutien. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait concrètement? Il faudrait poser la question à Myriam. Moi, je le sais. Maintenant, Zaïdou, c'est un élu de Mamoudzou qui est plus sur le secteur de Msapéré. Nous, l'élu de Mamoudzou, pas fait grand-chose. Ni l'élu de Mamoudzou, ni la mairie. Mais ça, c'était à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, le but, c'est pas de se fâcher, c'est de faire un constat. Myriam a fait une médaille, qu'on prenne des selfies avec elle, c'est très bien. Elle-même, la première, à une époque, elle était vraiment dégoûtée de voir, entre guillemets, l'intérêt qu'on pouvait lui porter. Bon, aujourd'hui, elle revient avec une médaille, c'est bien, c'est super. Bon, moi, voilà, pour l'instant, ce qui concerne les élus, je n'ai pas grand-chose à dire. Sophie, je vous laisse la dernière question, avant la pub. La dernière question, moi, est-ce que tu as toujours envie ? Est-ce que l'envie est toujours là ? Parce que c'est ça, en fait. Oui, alors aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit, je suis très honnête. J'ai tenté l'expérience de l'organisation en 2014 avec les 10 km de Mamoudzou. Ça a bien marché, même si c'était au niveau du nombre de coureurs un petit peu en deçà de ce que j'espérais. L'édition 2015 m'a donné envie de continuer. Donc là, j'ai un projet pour dans quelques temps, là, 2 mois et demi. C'est pas encore vraiment défini. Mais c'est vrai que le côté organisation me plaît. J'ai pu réussir à avoir des contacts dans la zone et élargir un petit peu mon réseau. Donc avec la Réunion, avec Madagascar, où j'ai un contact direct avec la présidente, avec les Comores, où le président est un ami, et puis aussi le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place.
qu'on va essayer de valider rapidement pour une course certainement mi-novembre. Donc voilà. On sera amené à en reparler. Mais pour répondre, oui, j'ai encore envie, mais pour l'instant, envie d'organiser. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, quand tu as passé du temps sur le terrain, pour l'instant, moins. D'accord. Voilà. Merci Sébastien. Merci Sébastien d'avoir répondu avec franchise à toutes nos questions, sans langue de bois, comme d'habitude. Non, mais on m'invite, je viens. Sur ce, on va se quitter pour une courte page de publicité. On se dit à tout de suite. Chez Vision 2000 à Cavani et Vision 2000 à Jumbo, tu as tes lunettes à prix métropole. Et c'est là où tu trouves le plus grand choix de maillottes. Avec Oakley, Rip Curl, Ray-Ban, Lacoste et bien d'autres marques. En plus, avec les lunettes à ta vue pour 1 € de plus, Vision 2000 t'offre une deuxième paire. Et si ton budget est tout petit, le forfait EcoVision 2000 est là pour toi. À partir de 89 € les lunettes à ta vue. Vision 2000 peut te livrer tes lunettes de vue en 24 heures pour les corrections les plus courantes. Et tu peux payer en 3 fois sans frais. Vision 2000, c'est vraiment bien pour les lunettes de vue et les solaires à Mayotte. Découvre toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani, rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Chez Vision 2000, tu auras la qualité des conseils, la qualité des produits et des prix attractifs. Allez, viens comparer, les devis sont gratuits. Magasin agréé Mutuel. Tu cherches des pizzas à Mamoudzou ? Pizza City Snack 101 a ce qu'il te faut. À partir de 6,90 € la pizza. Tout est permis avec Pizza City Snack 101 à Kaweni. Même la livraison est gratuite. Appelle au 02 69 61 45 64 et tu sauras tout sur Pizza City Snack 101. Bientôt maman ou papa ? Envoie Kids au 8088 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 8088. Kids au 8088. Venez vous mettre au vert les 11 et 12 septembre 2015 lors du 4e Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte sur le parvis du Comité du tourisme. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Tu veux savoir quel mec t'aime en secret ? Envoie vite Foudre au 8266. Ce sera peut-être une bonne surprise finalement. Foudre au 8266. Envoie vite Foudre au 8266. Interil des atouts. Majinga avec Interil Air. Votre voyage aller-retour Mayotte-Majinga, 390 €. Interil Air, la première compagnie des îles de la Lune, vous ouvre les portes de la région. Interil des atouts. Une commune propre et saine, ça nous concerne. Venez participer à la 3e édition de l'opération Uraafu Naunnono, organisée par la ville de Mamoudzou en partenariat avec les associations, les entreprises et les institutions de la commune. Canton 1, les 11 et 12 septembre. Canton 2, les 18 et 19 septembre. Canton 3, les 25 et 26 septembre. Pour plus de renseignements, contactez le service environnement au 02 69 63 91 00, poste 217 ou au 06 39 69 36 22. Vous aimez changer de look, avoir le maquillage et la coiffure adaptés en toutes circonstances ? Alors faites comme Amina et recevez les conseils beauté de Bel et Bien dans ma peau. Pour gagner une séance Nero Looking chez Bel et Bien dans ma peau, envoyez Look au 80 90. Look au 80 90.
Si tu kiffes vraiment les textos illimités, Internet 24/24 et jusqu'à 1h30 d'appel, bouge ton botti et prends un forfait compte bloqué 976 mobile. Et pour tous les bons plans, kiffe ton réseau sur Facebook. En plus, jusqu'au 15 septembre, ça bouge chez 976 mobile. Pour toute souscription et compte bloqué sur 24 mois, c'est 3 mois d'abonnement cadeau. 976 mobile by SFR. Et c'est reparti pour 25 minutes. Nous allons maintenant aborder la course de pirogue et la partie football avec Guillaume Broust de la Ligue. Je vous laisse vous présenter. Guillaume qui sera notre nouveau consultant en football pour Casport. Bonsoir. Bonsoir, Donc je suis bien Guillaume Broust, je suis directeur technique de la Ligue mahoraise de football. Et j'ai aussi comme invité le coach Ali Mohamed du club USC L'Abattoir. Football féminin. Bonsoir Ali Mohamed. Oui. Accompagné de sa capitaine. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Vous êtes remise du match d'hier? Ouais, ça va. Et Sébastien qui est toujours là. Moi je suis assez impressionné parce que c'est la fameuse personne qui a fait le superbe geste technique tout à l'heure dans la vidéo. Et je suis à côté d'elle. Ah, d'accord. Alors tout de suite, on va d'abord se regarder justement la course de pirogue. C'était hier sur la plage de Soroa. Des images signées Nourdine Abdourahim. Si les courses de pirogue sont très appréciées à Mayotte, l'association Les Enfants du Lagon organisait pour la première fois cet événement. Plusieurs catégories se sont affrontées tout au long de la journée. Une première qui poursuivait un objectif clair. Moi, je fais partie de l'association Les Enfants du Lagon, je suis le président. Et aujourd'hui, on organise une course de pirogue à Soroa pour défendre la culture mahoraise. Et on va initier tout ça au kayak. Et voilà quoi, c'est l'occasion de mettre la pirogue en lumière. Si le kayak est très développé sur l'île au Lagon, les organisateurs ont souhaité axer la journée sur la pirogue, comme nous l'explique l'une des membres de l'association. Parce que la course de pirogue, c'est quand même, ça fait partie de la culture mahoraise. C'est en train de disparaître, surtout au niveau de la jeunesse. Et donc voilà, on essaye de remettre ça au goût du jour en lançant une course de pirogue le matin et l'après-midi, porte ouverte avec des essais, course de pirogue, kayak, bateau à voile. Une journée très réussie où tous les participants ont pris énormément de plaisir. Une première édition qui pourrait d'ailleurs en appeler d'autres. Un des grands projets, ce serait le Tour de Mayotte en pirogue. Après, c'est vrai qu'ici, il y avait une école de pirogue avec le lycée de Sada, de pirogue à voile, qui a été abandonnée. Si on voit que ça marche bien, que les gens sont intéressés, qu'ils sont prêts à s'investir dans ce projet-là, nous, on est prêts à soutenir et à faire en sorte que les jeunes reviennent faire de la pirogue régulièrement ici et gratuitement. L'association ne compte donc pas s'arrêter là. Reste maintenant à convaincre des partenaires pour que les courses de pirogue continuent à faire vibrer le lagon et ses participants. Alors, amis petits terriens, ça vous dirait de venir chaque week-end et jouer en grande terre en pirogue? Ne plus prendre la barge? Bien sûr, parce que premièrement, on sait tous que ça fait partie de notre tradition. Et de nos jours, on voit que les petites d'aujourd'hui, ils ne savent même pas c'est quoi une pirogue. Quand on en demande d'aller s'amuser en mer, ils disent tout de suite planche à voile ou bateau, ce genre de choses. D'accord. Sébastien, ce genre de sport, c'est quelque chose qui vous parle? De pratique? En termes de pratique, non. Maintenant, ça m'intéresse effectivement peut-être d'essayer un jour. Moi, j'avais participé à la course de Touk, la Touk Cup organisée par un gars de chez ETPC. Il fallait fabriquer son propre radeau, son embarcation, bon bref. Là, la pirogue, c'est vraiment quelque chose qui existait ici avant, qui est encore ancré et qui serait peut-être bon effectivement de remettre sur le devant de la scène pour les jeunes générations. Alors maintenant, nous allons passer au sujet football. On va commencer d'abord, on va d'abord parler des Jeux des îles, Guillaume. Alors comment analysez-vous le parcours de nos sélections masculines et féminines? Quand j'analyse,
D'abord, c'est positivement parce que on est quand même revenu avec 2 médailles. Contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure sur l'athlétisme, nous on est plutôt satisfaits. Parce que sportivement, je pense que nos 2 sélections ont produit du jeu, ont montré que le football mahorais avait progressé. Je garde des regrets quand même concernant la sélection masculine, parce qu'au vu des performances des 4 rencontres de qualification, je pense qu'elle méritait d'obtenir la médaille d'or. Après, il y a des circonstances qui font que la performance est singulière et que malheureusement, on est reparti avec l'argent. Concernant les filles, on ne savait pas trop où on allait. On n'avait pas eu de sélection féminine depuis des années. On est parti avec un groupe un peu dans l'inconnu. Je pense que nos éducateurs ont fait ce qu'il fallait. Les clubs ont joué le jeu pour que les filles soient présentes. On a eu aussi, c'est important, les moyens de travailler, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc quand je dis les moyens, c'est les moyens financiers qui nous ont permis d'élaborer une stratégie de préparation et de se préparer de la meilleure façon pour ces jeux. Donc globalement, je pense qu'on peut être assez satisfait. Alors on a vu par exemple que les filles de Minhadji Alaoui, la sélection féminine, sont quand même revenues avec une médaille de bronze. Elles ont fait un assez bon parcours. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de sélection féminine. Beaucoup reprochent à la sélection mahoraise, aux hommes de Massondi justement, beaucoup critiquent les choix qui ont été faits. Apparemment, dans l'ossature même de l'équipe, dans la colonne vertébrale de l'équipe, il y avait très peu de joueurs évoluant à Mayotte. Comment pouvez-vous expliquer cela? Je ne sais pas si vous l'expliquez. Bon, d'abord, on sait bien qu'il y a 450 000 entraîneurs sur Terre. Donc il est facile de commenter et de critiquer en permanence. Ensuite, je pense que par rapport à l'effectif, les gens se trompent, parce qu'il n'y avait que 2 joueurs de métropole. Il y en avait 6 ou 8, je ne sais plus, de la Réunion. Et ça veut dire que tous les autres étaient de Mayotte. Donc je pense que les gens s'emballent un peu. Ça fait déjà 10 quand même. Ouais, mais ça fait quand même la moitié qui était de Mayotte. Quand l'équipe de France joue ce soir contre la Serbie, vous les regarderez, vous me direz combien il y a de joueurs qui jouent en championnat de France. Mais quand même, on voit que nos meilleurs milieux, nos meilleurs attaquants mahorais qu'on voit évoluer dans tous les samedis en DH, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas dans la sélection. Et moi j'ai remarqué, parce que j'ai assisté à tous les matchs, on a beaucoup souffert face à des équipes comme les Seychelles ou contre Madagascar qui proposaient un jeu au sol, un jeu technique. On a souffert dans beaucoup de compartiments de jeu. Par exemple, le numéro 10 des Seychelles qui nous a fait la misère durant tout le match, il a été très performant. Notre défense était dépassée. Aujourd'hui, comment expliquez-vous que... En fait, le constat qui est fait, c'est que le football mahorais repose beaucoup sur les qualités athlétiques. Et on avait affaire à des équipes qui, eux, jouaient très, très technique. Bon, alors votre analyse, d'abord, elle vous appartient. Hein ? Elle est très personnelle, je pense. Je ne sais pas s'il y avait un super joueur aux Seychelles. Ce que je sais, c'est qu'il a perdu 1-0. Donc, il a marqué un but de moins que nous. Donc, c'est un peu embêtant pour lui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'était sur un penalty litigieux. Ouais, on a été dominé pendant tout le match. Contre les Seychelles, on a été dominé de la première à la 90e. Je ne suis pas arbitre. Moi, je compte les points à la fin. Ensuite, concernant le jeu technique ou pas, je pense qu'on a de très bons joueurs. La preuve, c'est que lors de la préparation en métropole, des clubs de CFA ou de national sont venus pour essayer de récupérer des joueurs de chez nous. La Réunion nous envole, entre guillemets, tous les ans et de plus en plus. Donc ça veut dire qu'on a des bons joueurs. Après, techniquement, c'est sûr que c'est compliqué de progresser avec les surfaces de jeu sur lesquelles on pratique à Mayotte. Il n'y a pas de terrain, on joue sur des champs. Je pense que nos élus commencent à en être conscients et que les Jeux des îles leur ont permis, je crois que c'est le cas, de se rendre compte qu'il fallait faire un effort là-dessus. Si on veut progresser techniquement encore, il faut améliorer nos surfaces de jeu, c'est sûr. D'accord. Et en parlant donc de DH, nous allons visionner le match qui voyait s'opposer le FCO Tingoni au club Diable Noir de Combani. C'était le derby du centre. C'était samedi soir à Tingoni. Samedi après-midi, au stade de Tingoni, avait lieu le tant attendu derby du centre. Au vu de la position des 2 équipes dans le classement, celui-ci revêt une saveur particulière. Fini le temps du sommet du championnat, des coupes et des victoires. On joue désormais le maintien en DH pour Tingoni comme pour Combani.
Les Diables Noirs posent le ballon et essayent de construire le jeu en passant par le côté. Un défenseur des Rouges commet une faute dans la surface. L'arbitre, sans frémir, indique le point de pénalty. Ce sera l'ouverture du score pour les Diables Noirs, 1-0. Les Diables Noirs ne vont pas se contenter de vouloir conserver le score. On cherche à se mettre à l'abri en marquant un second but. Abdoulaye Ridjali, le coach du FCO, essaye de remobiliser ses troupes avec un discours conquérant et réaliste. Cette saison, on a eu des difficultés par rapport à des difficultés des joueurs. Actuellement, on a des soucis des joueurs qui sont déjà partis en métropole. On va faire le nécessaire pour tout régler ces problèmes qu'on a eus. Donc on est en train de voir avec les anciens joueurs qu'on avait et puis essayer de stabiliser l'équipe pour qu'on puisse éviter le pire. C'est le début de la deuxième mi-temps. Tingoni revient sur le terrain avec d'autres intentions. 10 minutes après le début de la mi-temps, les Diables Noirs vont aggraver la marque par l'intermédiaire de l'omniprésent Salami. C'est avec beaucoup de facilité que le 4e but qui va sceller le score de ce match va être inscrit. Plus que jamais, Tingoni s'enfonce et prend le chemin de la DHT, tandis que Kombani s'offre un bol d'air inespéré en prenant 4 points précieux. Match difficile parce que dans un premier temps, c'était un derby communal. La situation où on en est jusqu'à présent aussi, ça a été difficile pour nous parce qu'on est en bas du classement. Nous, on joue le maintien. Donc mes joueurs, ils ont appliqué ce que nous, on avait discuté pendant toute la semaine. Et voilà, les résultats, ils sont là. On a eu des bons résultats. On a mis 4 buts, c'est pas facile. Contre une équipe quand même qui joue le maintien avec nous. Donc c'est bien. Dans le même temps, le leader, le football club de Msapéré, s'inclinait sur sa pelouse sur le score de 1-0 face à une valeureuse équipe d'Étincelle Amjago. Les jumeaux de Mzoazia battaient VCO Vaibé 2-0 et les abeilles de Msamboro et ASC Kaweni, le match s'est terminé par le score de 0-0. Miracle du Sud, quant à eux, pointe à la 10e place après avoir été défait 3-1 face à Foudre 2000. Alors, on va tout de suite passer au reportage au match que nous avons filmé hier. C'était à Mangajou. C'était donc votre club USC L'Abattoir contre AS Papillon de Mangajou. Des images signées Nourdine Abdourahim. Dimanche 6 septembre, c'est à 16h sous un soleil à 28 degrés et un léger vent d'ouest que l'arbitre lance les hostilités entre le club AS Papillon de Mangajou et l'USC L'Abattoir. Mangajou, les locaux annoncent le début de la partie en engageant le ballon. La première occasion sera pour les filles en jaune. Les joueuses de l'Abattoir jouent haut et pressent la défense des Vertes. Les Vertes ont le désavantage d'être en infériorité numérique à 9 contre 10. L'équipe qui est la lanterne rouge du championnat a vraiment du mal à résister et à se faire respecter lors des phases offensives adverses. La partie se joue clairement dans le camp des Vertes qui subissent énormément. On notera qu'en ces premières minutes, aucune action collective n'a été initiée côté Mangajou. Le technicien des jaunes, Ali Mohamed, reproche à ses filles de ne pas se replacer assez rapidement après les pertes de balles. Première fois que vous jouez au ballon. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que c'est la première fois où vous venez. Je ne sais pas où. C'est la première fois où vous venez à Sada, je ne sais pas où. Mais l'équipe en face, on a déjà joué avec. Même pas qui fait quoi et qui doit faire quoi. L'analyse générale que je fais sur la première mi-temps, c'est que mes joueuses jouent parfaitement, mais c'est juste un problème de confiance, je pense. Et puis je pense qu'en deuxième mi-temps, on va marquer des buts qu'on espère marquer. Prendre les 4 points ici et rentrer chez nous, préparer le quart de finale qui nous attend le 20.
Coup de sifflet, la deuxième partie démarre avec une équipe de Mangajou plutôt changée en termes d'engagement. Les Vertes décomplexées reviennent avec une posture différente. Beaucoup de ballons seront projetés vers l'avant et la gardienne des Jaunes sera appelée à intervenir à plusieurs reprises. À la 60e minute, l'équipe visiteuse va ouvrir le score 1-0 pour l'Abattoir qui va récidiver 4 minutes plus tard pour porter le score à 2-0. Les filles de Mangajou ne lâchent pas l'affaire comme le dit leur capitaine. Elles ne s'avouent pas vaincues. Afidatou Echati, la numéro 10 des Jaunes, connue sous le nom de Yolande, va rater une occasion en or. Quelques minutes plus tard, elle va se racheter en prenant la défense verte de vitesse pour se retrouver face au but et remporter son duel face à la gardienne de Mangajou. Un but sera marqué pour l'honneur. Le caractère anecdotique de ce but n'enlève tout de même rien au mérite des Vertes qui ont su mouiller le maillot et ne jamais laisser les bras face à un adversaire largement au-dessus. L'exercice qui vient de s'achever a été très très difficile pour nous. Parce que comme vous l'avez vu aujourd'hui on n'était pas 11 sur le terrain, on n'était que 10, mais bon dans l'ensemble je trouve qu'on a fait un assez bon match par rapport au match aller. Donc là on en prend 3, on en met 1, donc ça va, pour moi c'est une petite satisfaction. Le classement a été une nouvelle fois dominé par les filles du Tchanga SC qui ont donc fini première, suivies du football club de Mtsapere. Alors Ali Mohamed, je me tourne vers vous. Quel bilan faites-vous donc de cette fin de saison par rapport à votre club et le match de quart de finale qui vous attend face à l'Olympique de Sada? Si je sors ma calculatrice, je dirais même que mon bilan est positif parce que notre objectif a été atteint. Donc cette année, on nous a fixé comme objectif de maintenir l'équipe en DH en attendant l'année prochaine, et que malgré tout on a eu des difficultés des joueuses, même on peut dire ça, parce qu'il y a des joueuses en réduction. Donc on a fait tout en sorte que l'équipe se maintienne. Donc chapeau à eux, parce que c'était pas facile, on savait. Donc après, pour le match de quart de finale qui nous attend le 20, c'est un match où je dirais même que le match d'hier, les filles se sont préservées un petit peu parce qu'ils savent qu'on va jouer contre le premier du championnat PH et ça promet d'être un match vraiment d'enjeu et que eux-mêmes, elles sont fixées à aller en finale, alors que moi je me suis dit si je maintiens l'équipe, là mon objectif a été atteint, donc elles m'ont fait ça. Donc à eux maintenant de jouer leur championnat, donc qui est la Coupe de Mayotte. Alors, capitaine, c'est à vous que je m'adresse. Comment abordez-vous cette rencontre face à l'Olympique de Sada qui est premier de PH avec, je crois, 56 buts marqués, seulement 5 buts encaissés. Mentalement, comment ça se passe chez vos coéquipières? Nous, on va faire tout pour gagner, mais on nous entraîne dur, on nous prépare pour ce match. Du coup, on va écouter le coach et on va travailler à fond. On sait qu'on a une grosse équipe devant nous, mais on va tout faire pour être qualifié et remporter la coupe s'il faut. Très clairement, pour vous, l'objectif, c'est la finale, la coupe? Non, pas trop. L'objectif, c'était de ne pas descendre, en fait. Mais comme on est là, on va prendre juste... un jour, on espère aller loin, en fait. Vous n'avez plus rien à perdre, quoi? Non, plus rien. Ce qu'on voulait vraiment, c'était de rester en DH et surtout de ne pas descendre, en fait. Et d'essayer de trouver aussi beaucoup de joueuses pour venir. Mais on espère aussi gagner la finale de la Coupe de Mayotte. Mais moi, mon objectif aussi, c'était le championnat. Alors, selon vous, quels ont été les points faibles et les points forts de votre équipe cette année? Et quels sont les domaines, les secteurs de jeu qu'il va falloir renforcer pour l'exercice à venir? Je pourrais dire l'attaque. Ouais, l'attaque, on manque vraiment beaucoup d'attaquants. Presque nos attaquants, ils ont eu les examens, ils sont partis. Du coup, c'est des milieux et des défenses qui sont montés un peu en attaque. Et il faut vraiment que le coach travaille sur ce côté-là et qu'on essaie de trouver des attaques à pointe. Il y en a, ils sont là, ils ont montré hier, même si avec un peu de défaut, mais
on a quand même réussi à garder. Et... Celle qui est tombée, c'était une supportrice à la base, c'était pas une joueuse. C'était une joueuse, mais c'était pas un attaquant en fait. C'était un milieu récupérateur. Du coup, c'est de distribuer les ballons et tout, mais c'était pas un attaquant. Mais il a fait ce qu'il fallait, mais voilà, il s'est rattrapé, il a marqué. Ouais, alors Guillaume, votre point de vue par rapport justement au championnat féminin? Mon point de vue, justement, je voulais réagir sur le geste technique de Yolande, qui est tombée, la numéro 10. À savoir que c'est quand même une très bonne joueuse, qui était au port de la sélection, qui a de grosses qualités, qu'il a montré à plusieurs reprises. Encore une fois, si à un moment elle rate le ballon, c'est parce que le rebond n'est pas favorable, et c'est parce qu'il y a peut-être trop de rebonds sur, comme vous le disiez, sur les terrains. On joue sur des champs. Souci, que techniquement c'est compliqué, même pour les joueuses un petit peu plus expérimentées comme elles, elles se mettent en danger. D'abord, elles se pas ridiculisent, mais elles se mettent en difficulté par rapport à leur image, et puis elles se mettent en danger aussi physiquement parce qu'elles peuvent y laisser le genou, donc ça reste compliqué. Maintenant, par rapport à la question du football féminin, on est satisfait de voir qu'il y a de plus en plus de joueuses qui prennent des licences. On développe le foot des seniors, on a commencé par là parce qu'il y avait que celui qui existait. On a créé l'an dernier un championnat U16 dans lequel évoluent 8 équipes qui fonctionnent correctement aussi. On essaie de développer, on va développer normalement l'année prochaine un championnat U13, donc je pense qu'il y a un bel avenir pour le football féminin chez nous. Parce qu'il y a quand même à Mayotte des filles formées à Mayotte comme Raday, Zalia, Wardas, Sandra du Tchanga SC, ou des filles des jumelles qui ont un très bon niveau, malgré qu'elles ont été formées ici. Quand je parle avec Dougou, le coach du Tchanga SC, il me dit que le problème de base ici, et justement c'est dû au fait que les filles commencent très tard le ballon, à taper la balle, et en fait elles apprennent vraiment à partir de 15-16 ans, elles apprennent sur le tas, et c'est un problème vraiment au niveau de la formation et du recrutement dès le plus jeune âge. Mais je sais que la Ligue a fait beaucoup de travail justement sur ce... Ouais, mais c'est vrai qu'on est encore en retard par rapport au football d'animation, au football des toutes petites. Donc là aussi on va essayer de développer des plateaux spécifiques que pour les filles, afin qu'elles puissent jouer ensemble de temps en temps, et pas toujours en mixité. Et il est vrai que nos jeunes filles arrivent tard dans le football et ont des lacunes qu'elles ont du mal à rattraper, ça c'est une certitude. Vous avez commencé à quel âge? Très jeune. J'avais commencé à l'âge de 12-13 ans, je crois. Et au niveau du club de l'Abattoir, vous avez combien de sections? Combien d'équipes? Il n'y en a que 2 en fait. Il y a USC, Ouragan et FCL aussi. Et qu'est-ce qui manque maintenant selon vous, coach? Qu'est-ce qui manque justement pour que ce football-là puisse progresser et aller de l'avant? Bon, moi je dirais que ce qui enferme les filles, c'est à propos de leurs études. Je dirais ça en premier, parce que déjà les conditions d'entraînement ne nous permettent pas de reprendre tôt les entraînements. Et on sait tous que certaines filles veulent être parmi les sportifs, comme on le voit parmi les filles sélectionneurs que je félicite en premier. Donc les filles, c'est question de parental, on peut dire ça aussi, parce que les filles, elles en veulent de faire du sport, mais on sait que là, le cas, c'est pas... Il y a un blocage au niveau de la famille, bien sûr. Au blocage au niveau de la famille, vu les entraînements, les heures des matchs. Donc ça ne permet pas aux filles de se libérer et de pratiquer plus de sport. Alors pour vous, quel doit être selon vous le projet du club pour la saison à venir? Est-ce que vous pensiez pouvoir rivaliser contre des clubs comme Tchanga SC, contre le FC Mtsapere? Ah, ça c'est une question que j'attendais. Donc pour l'année prochaine, là je vais tout miser parce que avec notre staff. Donc là on a préparé une équipe qui va aller jouer les coupes et aussi le titre. Donc on a vu pas mal de joueuses. Donc là on est en train de parler. Donc pour l'année prochaine, je peux dire et lancer un message qu'on sera l'équipe à battre. Donc vous allez vraiment jouer les rôles de prétendant au titre, c'est bien ça? Voilà. On sera le leader dès le coup d'envoi de la saison. Vous êtes motivé, capitaine? Oui, bien sûr. Guillaume, je vais vous laisser le mot de la fin.
Bon, d'abord, je voudrais dire que sur la question posée à USC Laboratoire, ça doit être compliqué d'avoir deux équipes féminines dans deux clubs différents dans la même commune. Parce que FC Laboratoire est une équipe aussi, donc j'imagine que forcément, quand Mzoazia récupère quasiment toutes les filles du Sud jusqu'à Bandrélé, Malamani, où sont les autres clubs, ils ont un bassin de population plus important et de joueuses et de licenciés plus important. Je pense que pour eux, de se diviser avec maintenant Pamandzi aussi qui a créé une équipe, ça doit être forcément un peu plus compliqué d'avoir les meilleures joueuses. Mais bon, on leur souhaite quand même plein de courage pour eux et pour aller vers leur titre s'ils le souhaitent et qu'il y ait un petit peu de nouveau dans notre championnat. J'insisterai sur le fait que notre football féminin progresse, qu'on a de plus en plus de filles. On a augmenté de 150% les licenciés U15 cette année. Maintenant, il y a un problème, encore une fois, sans jouer les rabat-joie, qui me chagrine, c'est l'état de nos terrains. Et notamment, et là je vais un peu sur la pelouse, mais je viens sur les vestiaires. On est en 2015, on a des filles qui jouent au foot tous les week-ends, on n'a pas un vestiaire. Tout le monde se change dehors. Donc des filles quasiment à poil en train de se changer. Moi, à un moment, ça me dérange. Et je pense qu'il faudrait se pencher sur le problème. Et je comprends que certains parents n'aient pas envie d'amener leurs filles au football, parce que pour les voir sur le bord de la route en train de se changer, moi qui suis papa, ça me ferait pas plaisir. Donc je pense que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose tous ensemble, tranquillement, avec nos élus, nos dirigeants, les éducateurs. Très bien, ce sont donc des questions sur lesquelles nous reviendrons lors de nos prochaines éditions. Sur ce, je vous remercie donc toutes et tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Sébastien, au revoir. On se revoit bientôt pour parler de votre course de nuit, ou coup, c'est bien ça? Oui, ça c'était une petite blague sur Facebook, mais oui, logiquement c'est une course de nuit, on va voir les modalités logistiques. Très bien, merci aux représentants du club de USC Laboratoire d'être venus. On se dit à très bientôt. On suivra votre match contre l'Olympique de Sada. Merci beaucoup et on vous invite. Merci Guillaume, merci tout le monde. Bonsoir et on se dit à lundi prochain en direct sur KTV et sur Kwezi FM de 20h à 21h. Bye bye. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.